en 1935, on savait déjà que Bourguiba se battait dans les camps de concentration contre la majorité de son équipe. La majorité des dirigeants destouriens n'avaient pas la même position que Bourguiba. Ils cherchaient un compromis avec Pérouton. Ils étaient prêts à se soumettre au résident général. Cependant, la douceur tunisienne n'est pas une vue de l'esprit et la ville a une tradition cosmopolite stimulée par le protectorat. On trouve des journaux communistes en langue arabe, des socialistes italiens, des artistes qui ont fait leur classe à la Rachidia, des nationalistes arabes et des cochers maltais, des Russes blancs qui enseignent les bonnes manières à la cour du bey et de grands bourgeois tunisois qui se pressent au tourner Carsanti. On brocarde et on s'amuse sous le soleil à condition d'en avoir les moyens et de ne pas trop se poser de questions. La résidence laisse faire, elle concentre son énergie à maintenir le statu quo et à enfermer les fortes têtes. Or justement, Habib Bourguiba vient de sortir et il est lui-même fort occupé à recevoir les leçons d'Abdelaziz Talbi revenu d'exil et à éviter en même temps qu'il ne ramène le néo-destour dans le giron de l'ancien parti. En 36-37, du temps du Front populaire, de Léon Blum, le parti, on disait qu'il comptait au moins 400 cellules. Et tout de suite après, on montait, n'est-ce pas, un chiffre beaucoup plus important. Bourguiba a répété souvent, il faut aller au peuple, c'est lui le dépositaire de ce pays, et c'est lui qui devrait être également l'artisan de sa propre libération. Les espoirs suscités par le Front populaire s'éteignent vite. Le néo-destour réclame en vain l'application de la lettre du protectorat contre les fonctionnaires qui en ont fait leur vache à lait et les prépondérants qui refusent toute responsabilité aux Tunisiens. Bourguiba radicalise son discours. Il évoque l'émancipation, l'épreuve de force. Le 9 avril 38, c'est le drame. La fusillade à Tunis laisse 40 morts sur le terrain. On disait, on veut la liberté. L'idée de base était la libération. L'indépendance est un concept juridique plus compliqué, mais la libération, c'était une idée qui était très populaire. Les événements du 9 avril ont commencé par l'arrestation d'Ali Belaouane avec d'autres militants. J'étais au collège Sadiki, Ali Belaouane, c'était notre professeur. Et le plus aimé des élèves, un grand militant du néo-destour. Nous sommes sortis spontanément, nous sommes tous mis à crier en arabe, Yahya Belaouane, vive Belaouane, libérez Belaouane, vive Belaouane, libérez Belaouane. Tout le collège. Avec le 9 avril, j'ai pris conscience de ce besoin de liberté pour le pays avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme. Mon oncle de nouveau arrêté. J'avais dans la famille, on est revenu dans le cycle de la répression et le sentiment de la répression qui recommence. Cette fois, les Français emploient les grands moyens. Ils quadrillent toute la régence, appréhendent militants du vieux et du néo-destour et se saisissent de Bourguiba qu'ils accusent d'avoir manipulé le carnage en sous-main. Il a réclamé du sang pour tremper l'insurrection, on réclame sa tête pour la mater définitivement. Le colonel qui était juge d'instruction militaire voulait sa tête. Et mon père disait, colonel, est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes en train de me cuisiner pour essayer de m'envoyer au poteau d'exécution. Vous avez reçu des témoins qui, de tout temps, ont voulu l'indépendance totale. Moi, je demande que le respect des traités de protectorat. Il dit, monsieur Bourguiba, vous faites peur. Vous êtes sérieux. Mais on voulait sa tête. Pourtant, ce serait une maladresse d'en faire un martyr, autant le faire disparaître à petit feu. On le transfère loin de Tunis, mais il ne saurait y avoir d'oubliettes. Il continue à communiquer avec les militants clandestins et avec ses amis de Paris. La visite spectaculaire de Daladier à Tunis vise à réfréner les appétits de Mussolini pour la régence, mais elle révèle aussi l'inquiétude du petit peuple des coloniaux qui pressent que la guerre inévitable va rebattre les cartes et que les Tunisiens risqueraient de reprendre alors l'initiative.
Elle survient. On transfère Bourguiba dans une geôle infecte de Marseille, juste avant le déferlement des panzers. La défaite de la France, encore, quand la France a perdu la guerre d'une manière assez, il faut le dire, assez humiliante. Je crois que le mot n'est pas trop fort, parce que même les Français l'emploient très souvent, n'est-ce pas? Ça a été reçu, je dois dire, franchement, avec allégresse, parmi la population. Moi-même, je l'ai ressenti avec une très grande allégresse. Celui qui nous domine a été battu. Ah, c'est bien fait pour lui. Moncef Bey monte sur le trône en pleine pétaudière pétainiste, où le résident général Esteva fait chanter Maréchal nous voilà à de jeunes Tunisiens goguenards et à des collabos fanatiques qui voudraient fusiller tous les Destouriens. Fils de Nasser Bey, que les Français avaient failli débarquer en 1920, c'est un prince irascible et sympathique qui déteste qu'on lui baise la main. C'était sincèrement un nationaliste et un patriote qui voulait récupérer la souveraineté tunisienne. Sa culture générale, sa culture politique n'a pas atteint les sommets. Il est resté à un niveau relativement modeste. Ce qui a changé profondément, c'est l'entourage. Moncef choisit comme Premier ministre Chénic, un homme d'affaires pragmatique qui connaît à fond les rouages du protectorat. Colères apoplectiques de Moncef, amabilités enveloppantes de Chénic, les deux complices fatiguent le résident général. Et si ces deux-là allaient réussir là où Bourguiba paraît avoir échoué? Chénic, il était profondément impressionné par Moncef Bey, qui le lui rendait bien. Et il a gardé de son passage comme Premier ministre de Moncef Bey, ça a profondément imprégné sa ligne politique, et ses agissements et ses façons de répondre. Rommel transforme la Régence en forteresse contre les Alliés, et en l'absence des patriotes emprisonnés, il n'y a plus que Moncef et Chénic pour s'occuper des Tunisiens bombardés, sous l'œil attentif des Allemands qui aimeraient les compromettre. Les Allemands avaient été très malins et distribuaient des voitures avec des haut-parleurs dans les rues de Tunis. Amis tunisiens, ce n'est pas contre vous, etc. Nous sommes là, nous avons un ennemi commun, les Français, etc. Et ils allaient de place en place, comme ça. Venez avec nous, vous serez libres, nous ne sommes pas des colonialistes comme les Français. Et beaucoup de gens troublés par ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, quoi. L'opération séduction du Bey par les hitlériens se déroule en grand arroi, mais Moncef leur oppose le service minimum au cours d'un entretien compassé où il ne s'anime que pour défendre les Juifs. Il est en fait hostile aux Allemands et entretient des contacts secrets avec les Alliés qui piaffent à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Obscurément, les Tunisiens lui font confiance. Moncef Bey a été l'objet d'un culte populaire qui venait vraiment du cœur. On s'est mis à aimer cet homme. Et les gens aimaient cet homme. Dans ma famille, on l'aimait. Tout le monde l'aimait. Les gens dans la rue l'aimaient. Les enfants l'aimaient. Les vieux l'aimaient. Les musulmans l'aimaient. Cet homme a tout de suite pris le cœur des Tunisiens. L'entrevue accordée par Moncef a été récupérée par la propagande allemande. Les prépondérants français, tous d'accord lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts, haïssent le Bey patriote. Ils auront beau jeu d'en faire un collabo pour le démolir. Une mésaventure dont Bourguiba s'est bien gardé. Bourguiba ne devient pas l'otage nazi. Il choisit le camp de la liberté. Il faut d'abord que les Allemands s'en aillent. Et on verra plus tard pour notre combat à nous, qui est le combat pour l'indépendance de la Tunisie. Libéré par les Allemands, chouchouté par les fascistes italiens, assailli de promesses, Bourguiba a glissé comme une anguille pour rejoindre sa famille, sans rien céder, par conviction et par intelligence. Il conseillait maman de la défaite, ne t'inquiète pas, ça va être bientôt effacé. Son analyse était la suivante. Jusqu'à l'invasion de la Russie, il pensait que ça durait une vingtaine d'années. L'occupation. Mais à partir de l'invasion de la Russie par Hitler, ça ne durait plus que 5 ans pour lui. La libération de Tunis est une euphorie en trompe-l'œil. La Régence a été ravagée par 7 mois de guerre acharnée. Assommés par les problèmes de survie, les Tunisiens observent sans chaleur la fête.